Les personnes qui sont les plus proches de nous, qui sont censées nous protéger, ne sont parfois pas capables de le faire. J'ai malheureusement en fait subi un viol qui n'a jamais été reconnu par ma mère ni par mes frères. Lorsqu'on est victime, on peut avoir deux postures. La posture de rester dans son rôle de victime, etc. Ou la posture de se dire, ok, j'ai vécu ça, ok, vraiment c'est pas cool, je le méritais pas, mais qu'est-ce que j'apprends de ça, en fait, et qu'est-ce que je construis à partir de ça. Qu'est-ce que cette expérience poignante t'a appris ? Donc juste à la veille de mes 38 ans, j'ai décidé de porter plainte. Et donc là, j'ai fait quelque chose de très très fort. C'est que j'ai porté plainte contre la personne qui m'a violée, mais j'ai aussi porté plainte contre ma mère pour non-assistance en danger, pour qu'elle se rende compte, en fait, qu'elle n'avait pas été là et qu'elle avait eu 20 ans finalement pour le faire, enfin même plus de 20 ans. Et j'ai atterri au sein d'une filiale du groupe Publicis, donc chez Performix. Et là, à mes 26 ans, je suis tombée enceinte. J'étais la première enceinte, parce qu'en agence, il n'y a que des jeunes, souvent. Il s'est passé des choses. Et là, en fait, on va pas spoiler. Quand est-ce que tu t'es dit, là, il y a un problème ? Cette réflexion-là, de là, il y a un problème, je ne l'ai pas eue tout de suite. J'avais entendu plein d'histoires de mamans, de femmes qui avaient été mises au placard, machin, etc. Alors moi, je pensais, bien sûr, que ça ne me concernerait pas. C'était les autres. Ben, il reste quoi ? C'est ça la question. Voilà, c'est ça la question. Donc je travaille jusqu'au jour de mon accouchement, mais vraiment. Et là, tous les clients que j'avais eus avant mon congé maternité, je les ai plus. Et j'ai que des clients, finalement, qui soit sont pas contents de l'agence, soit sont des petits budgets, donc n'intéressent pas l'agence, etc. Mais c'est un peu ça. Je dis, je sais très bien ce que vous faites. Votre objectif, c'est que je parte de l'entreprise. Moi, mon intérêt personnel, c'est pas de donner ma démission. Donc soit on se pose en tant qu'adulte devant une table, on trouve une solution, on discute de mon départ et on fait un départ à l'amiable, soit il faudra trouver une autre solution, mais ça sera pas ma démission. Et ça, je lui ai dit très cash, parce que comme je savais ce qu'il en était, je savais en fait. Et écoute, 3 jours après, j'ai reçu, alors c'est même pas moi qui l'ai reçu, c'est mon mari du coup, parce que moi j'étais au bureau. Mon mari m'appelle et il me dit, t'as reçu une lettre préalable à licenciement. À quel moment devenir mère commence à te coûter ta place en entreprise ? Aujourd'hui, je reçois une femme qui a fait un choix que peu osent faire. Après une carrière dans des grandes entreprises multinationales, elle décide de ne pas retourner en entreprise après sa 4e maternité et décide de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais contrairement à ce qu'on pourrait qualifier de reconversion simple, classique, ceci est la conséquence de ce qu'elle a vu et vécu. Des décisions qui ne se disent pas clairement, des missions qui se changent sans qu'elle ne soit au courant après un retour de congé maternité. Et aujourd'hui, elle a formé plus de 2000 parents à faire pareil, à ne plus avoir à se poser la question, à ne plus avoir à chercher ce fameux équilibre vie personnelle, vie pro, quand on a le meilleur des deux mondes. La vraie question ici, ce n'est pas comment entreprendre, c'est pourquoi des femmes compétentes arrivent à quitter des environnements où elles avaient toute leur place. Nathalie Grimaud-Morvillet, bienvenue dans Femmes crédibles. Merci. Je suis très 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 honorée de t'avoir aujourd'hui ici. Donc j'ai hâte en tout cas qu'on puisse échanger sur ton expérience et sur comment aujourd'hui tu as pu accomplir aussi, je veux dire, cette prouesse de 2000 personnes, ce n'est pas rien. Et donc je vais déjà commencer par une première question que je qualifierais d'atypique. C'est qui est Nathalie si on enlève toutes les casquettes, si on enlève la casquette d'entrepreneur, de maman, de femme tout simplement. Qui es-tu ? Waouh, alors une super question. Alors avant d'y répondre, déjà merci beaucoup de m'avoir invitée sur ton podcast. C'est la première fois que je tourne un podcast vidéo, donc merci beaucoup.
Alors la question est extraordinaire. J'ai dû effectivement réfléchir un petit peu. Si on enlève un peu toutes les couches, la couche de maman, parce que c'est quand même aujourd'hui mon rôle principal. Je suis maman de 4 enfants. La couche en fait de professionnelle, parce qu'aujourd'hui, je suis à la tête de 2 entreprises, donc C'est c'est ça. aussi une casquette importante. Il reste quoi? C'est ça la question. Voilà, c'est ça la question. Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, il reste quelqu'un qui est très attaché à sa liberté. Toutes les actions que j'ai mises en place depuis, on va dire, de nombreuses années aujourd'hui sont liées à une certaine liberté que je me suis moi-même octroyée après être sortie du cadre, être sortie de cet environnement en fait très patriarcal dans lequel on vit encore pour pouvoir me créer un cadre professionnel mais Mhm. aussi personnel qui aujourd'hui me conviennent et qui puissent me permettre justement d'être à la fois maman, à la fois entrepreneuse, à la fois une femme, à la fois une amie, etc. Et d'avoir en fait toutes ces casquettes sans devoir mettre certaines casquettes de côté parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on passe du temps dans les transports, parce que on est en réunion ou on finit tardivement par exemple au travail. Exactement. Donc, on peut dire, en gros, que tu es une femme épanouie. Alors aujourd'hui, oui, je suis une femme très C'est ça épanouie. de le dire, parce que des fois, on peut même pas l'assumer ou l'admettre, j'ai l'impression. Oui, moi aujourd'hui, je suis très épanouie. Je passe, on va dire, 98% de mon temps avec les personnes qui sont les plus chères pour moi. C'est-à-dire, Mhm. je travaille aujourd'hui avec mon mari et je vais chercher mes enfants à l'école, je les vois le soir. Je peux passer des temps entre 2 réunions, 2 tâches avec eux pour les aider à faire les devoirs, pour les aider. Bon, maintenant, ils sont un petit peu plus grands, donc pour les aider à préparer leur avenir. Avant, c'était plutôt pour leur faire prendre le bain, etc. Oui. Et aujourd'hui, j'arrive complètement à mixer ce temps personnel, ce temps professionnel, ce temps aussi que j'ai besoin pour moi, pour me Mhm. ressourcer en fonction de mes besoins. Et ça, effectivement, c'est, à mon sens, essentiel de pouvoir passer du temps avec les personnes qu'on aime, parce que Bien souvent, sûr. on voit pas son mari, on voit pas ses enfants, ou en tout cas pas assez. Et puis de passer du temps aussi pour soi, parce que si on n'est pas bien nous-mêmes, Mm. eh bien, on peut pas être bien avec nos proches, on peut Avec pas les autres. s'occuper bien de nos proches et on peut pas être là pour eux quand eux-mêmes, en fait, rencontrent des difficultés ou des, on va dire, des points de tristesse ou autre sur lesquels on a besoin de les accompagner. C'est ça. Alors, Nathalie, qu'est-ce que la vie t'a appris très tôt que les gens prennent du temps à comprendre? Waouh, alors ça, c'est aussi une question vraiment hyper profonde. Ce que la vie m'a appris très tôt, malheureusement, c'est que parfois, les personnes qui sont les plus proches de nous, qui sont censées nous protéger, Mhm. ne sont parfois pas capables de le faire Mm. ou ne peuvent pas le faire ou ne veulent pas le faire. Bon, voilà, après, il y a plein de possibilités. C'est ça. Et donc, en fait, personnellement, j'ai appris assez tôt, quand j'étais adolescente, à finalement m'occuper de moi-même. J'ai malheureusement, en fait, subi un viol qui n'a jamais été reconnu par ma mère ni par mes frères et qui m'a obligée finalement à me rendre compte que la seule personne qui pouvait avancer dans la vie, Mhm. c'était moi-même et que je ne pouvais pas compter sur ces personnes-là qui pourtant étaient très proches, qui n'étaient pas là au quotidien pour me soutenir, pour m'accompagner, puisque j'ai eu que mon papa qui m'a soutenue et m'a accompagnée. Mhm. Et donc, j'ai appris très tôt aussi, quand j'étais jeune, que Wow. lorsqu'on est victime, on peut avoir 2 postures. La posture de rester dans son rôle de victime et quelque part de continuer à se flageller en disant c'est pas normal, pourquoi moi, etc. Bien Ou sûr. la posture de se dire bon ok, j'ai vécu ça, ok vraiment c'est pas cool, je le méritais pas, mais qu'est-ce que j'apprends de ça en fait et qu'est-ce que je construis à partir de ça. Exactement. Et qu'est-ce que tu en as appris? Parce que, et c'est d'actualité aujourd'hui, Nathalie. On Complètement. voit des victimes qui, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, arrivent à obtenir gain de cause. Mm. Qu'est-ce que cette expérience poignante t'a appris? Comment ça, on va dire, influencé aujourd'hui ta vie? Alors, ça l'a influencé sur plein d'aspects différents. Déjà, personnellement, forcément, parce que, comme tu le dis, en fait, moi, pendant 10 ans, donc ma mère est au courant quand c'est arrivé, elle a été au courant très rapidement. Pendant 10 ans, elle m'a dit, grosso modo, ne dis rien à personne,
Donc, je me suis tue pendant 10 ans. Mhm. Mon père l'a appris 10 ans après. Parce que j'avais des Waouh. comportements, enfin, j'avais surtout des paroles auprès de la personne qui m'avait violée. Il se disait, mais c'est pas normal que Nathalie, elle parle comme ça. Je l'insultais, hein, ce monsieur, chaque fois que je parlais de lui. Donc, elle disait, mais pourquoi juste lui? Pourquoi juste cette personne-là Pourquoi et c'est pas les autres? ouais. Et donc, en fait, il l'a appris 10 ans après, où un jour, il est venu quelque part me confronter en me disant, pourquoi tu parles toujours de cette personne-là de cette manière-là? Et lui a décidé, en fait, de tout de suite me croire. Il n'a pas remis en cause, il m'a cru, il m'a accompagné, etc. Donc là, j'ai fait tout un processus très, très long, parce que pendant 10 ans, je n'avais rien dit. Donc j'ai fait un processus très, très long, déjà de l'admettre, de pouvoir commencer à en parler, etc., etc. Et aujourd'hui, j'en parle. Donc mes enfants sont au courant, mes proches sont au courant, mes amis sont au courant, Bien etc. sûr. Et il y a, je dirais, quelques temps maintenant, puisqu'en 2018, donc juste à la veille de mes 38 ans, j'ai décidé de porter plainte. Et donc là, j'ai fait quelque chose de très, très fort. C'est que j'ai porté plainte contre la personne qui m'a violée, mais j'ai aussi porté plainte contre ma mère pour non-assistance en danger, pour qu'elle Non. se rende compte, en fait, qu'elle n'avait pas été là et qu'elle avait eu 20 ans finalement pour le faire, enfin même plus de 20 ans, 22 ans, puisque j'ai porté plainte, ça m'est arrivé, j'avais 15 ans et quelques, et j'ai porté plainte quasiment à mes 38 ans. Et donc j'ai fait quelque chose de vraiment très très fort pour qu'elle se rende compte que tout ce qu'elle avait fait, tout ce qu'elle avait dénié, renié, qu'elle m'avait dit de me taire, que c'était pas si grave que ça, etc., etc. Ben en fait, si, ça l'était. Et qu'est-ce que tu dirais à une... là, on est en train de sortir limite des questions du podcast, mais ça me touche tellement. J'ai envie aussi qu'on puisse donner des conseils aux personnes qui vivent ça, parce qu'il se trouve qu'il y a peut-être beaucoup de Nathalie, des Mm. milliers, des millions qui ont vécu la même chose. Qu'est-ce que tu dirais à cette fille qui hésite encore Ouais. et qui se dit je ne sais pas quelle posture avoir parce que qu'il y a un proche qui lui demande voilà de ne rien dire donc qu'est-ce que tu dirais toi Mais aussi. déjà, je pense que le point essentiel, alors si jamais ça vous est arrivé, si Mhm. des personnes qui écoutent ce podcast, ça leur est arrivé, un point essentiel, c'est qu'effectivement, le chemin peut être très long pour en parler, en fait. Et donc, c'est Ouais. pas parce qu'on en parle 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans après que ça n'est Mhm. pas arrivé. C'est Et souvent, ça. on a tendance à dire, oui, mais si elle l'a pas dit tout de suite, c'est que c'est pas vrai. Non. En fait, il y a tout un chemin, c'est un traumatisme qui est quand même très violent, qui est quand même très fort. Il y a une certaine dose de culpabilité, etc., etc. Pour les personnes qui entourent la personne qui aurait pu être violée, c'est de ne jamais remettre en cause. Moi, ce qui m'a finalement plus, je dirais massacré, le mot est un peu fort, mais ce qui m'a vraiment le Faut plus... dire les choses. Voilà, finalement, ok, j'ai vécu ce viol, mais ce qui a perduré, c'est que ma mère ne m'ait jamais cru et Mhm. dit à mes frères que ce que je disais, c'était pas vrai, que j'étais une menteuse, etc. Et en fait, tout ça, c'est hyper violent. Il y a des études qui sont sorties par la Civise récemment Mhm. qui disent, alors là, je vais prendre des études qui touchent les enfants, mais parce que les enfants aussi, malheureusement, Sont les victimes. vivent ce type de traumatisme, Mhm. qui disent qu'un enfant ne sait pas mentir sur ces aspects-là. Or, on dit souvent que les enfants, ils mentent, qu'ils inventent, etc. Sauf Mhm. qu'en fait, un enfant, il ne sait pas ce que c'est qu'un acte sexuel, Bien il ne sûr. sait pas ce que c'est, enfin, ce qui se passe derrière. Donc, quand il dit qu'il s'est passé quelque chose, c'est que C'est ça que s'est c'est vrai. passé. Mhm. Et en fait, il n'y a rien de pire aujourd'hui que de revictimiser la victime, soit Qui en est déjà une reniant, victime. c'est ça, soit en reniant, en disant non, c'est pas vrai, soit en disant, parce que c'est ce qu'ont dit mes frères, mais c'est pas si grave que ça. Voilà. Ça, c'est très violent. Donc, si jamais vous êtes, en tout cas pour les personnes qui nous écoutent, Waouh. si vous avez des personnes dans votre entourage, juste croyez-les. Si elles vous racontent ça, c'est pas du mytho, c'est pas pour se faire plaisir. Il y a aucun bénéfice de raconter ça, Bien en sûr, fait. bien sûr. En tout cas, c'était c'est ça me touche en fait parce que je me dis il y a tellement de personnes de toute façon off mais dès qu'il y a une injustice comme ça, je me dis il y a tellement de personnes qui peuvent vivre la même chose. Mm. Mais là Et voilà. après, ça a des impacts aussi, du coup, professionnels. Parce que moi, depuis très longtemps, j'ai un syndrome du sauveur, mais je voudrais sauver la terre entière. Mais c'est ça Et et donc, en ça vient de fait, ce et ça vient de traumatisme. ce traumatisme. Et d'ailleurs, j'ai une de mes meilleures amies, qui est la marraine de mon fils aîné,
qui, lorsqu'elle l'a appris, donc longtemps après, m'a dit « Mais je comprends mieux pourquoi tu veux sauver tout le monde, la terre La entière. terre. Depuis que je te connais, donc elle m'a connue à peu près à cet âge-là, elle me dit depuis que je te connais, elle me dit je comprenais pas pourquoi tu voulais sauver tout le monde. Et en fait, ça c'est un travail que j'essaye de faire sur moi parce qu'en fait, malheureusement, on ne peut pas sauver tout le monde. Mm. Il y a des personnes qui se complaisent dans ce rôle de victime et elles n'en ont pas forcément conscience. Je dis pas qu'elles le font volontairement, mais du coup, elles ont du mal à en sortir. Et donc, en fait, on ne peut sauver ou on ne peut aider plutôt que les personnes qui veulent être aidées. Et ça, c'est ce que j'essaye d'apprendre parce que je passe parfois beaucoup de temps à vouloir aider des personnes qui ne veulent pas sortir de ce rôle où finalement, quelque part, elles se trouvent une excuse. Ça doit être, je dis pas confortable parce que c'est pas le bon mot, mais ça doit quelque part, elles ont de l'attention ou elles ont des gens qui vont venir, etc. Ouais. Le fait d'en sortir, ça montre une certaine force. Donc, on a moins cette aide quand on sort, quand on arrive à en sortir parce qu'on se dit, finalement, moi, on me l'a dit plein de fois. Finalement, Nathalie, tu t'en sors pas trop mal dans la vie. Ouais. Oui, c'est pas parce que je m'en sors pas trop mal Parce que j'ai fait un que travail. tous les jours, j'en souffre pas. Mhm. Et effectivement, comme tu dis, que j'ai fait un travail pour ne pas rester dans ce rôle de victime. Mhm, mhm, exactement. Donc, Nathalie, merci d'avoir partagé ça. Donc, avant qu'on parle maternité, j'aimerais comprendre en fait vraiment ton terrain de jeu. Dans quel environnement tu étais exactement avant la maternité? Alors, Ça remonte. ça remonte maintenant puisque mon fils aîné va bientôt fêter ses 20 ans, donc ça remonte. Mais je dirais j'ai été moi éduquée par donc un papa militaire, donc très classique, fonctionnaire, très carré. Il faut respecter tout, c'est très c'est droit, c'est etc. processé. Voilà. Et puis donc une maman qui travaillait à Radio France, donc pareil aussi administration française. Donc moi j'étais très 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 loin de l'entrepreneuriat. Je n'ai jamais pensé d'ailleurs à être entrepreneuse. J'ai fait des études très classiques. Donc à l'époque on parlait du bac ES. Mhm. J'étais pas très bonne en maths, j'étais pas très bonne en français, donc du coup, j'ai été au milieu. Voilà. Et puis ensuite, j'ai fait une école de commerce parce que j'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire, donc c'était un peu la voie classique qui permettait d'aller sur des métiers relativement bien payés à l'époque. Ouais. Donc je suis sortie après 4 ans d'études, je suis tombée, mais vraiment par hasard dans les années 2000, tout début 2000, dans le domaine du digital, parce qu'il y avait une agence de référencement qui recherchait donc à l'époque un commercial, et donc j'ai postulé ne sachant pas ce que c'était le référencement, etc. Mais te disant, ouais, il fallait... en me disant, de toute façon, il faut bien que je prenne un poste, donc Exactement. on va prendre un poste, et puis voilà, donc je suis vraiment tombée par hasard dedans, et en fait, ça a été toute ma carrière, parce que j'ai adoré ce que j'ai appris. Je suis quelqu'un qui aime apprendre, donc j'ai adoré avoir systématiquement des choses à apprendre, des nouveaux leviers, des nouvelles choses qui se mettaient en place, en fait, et pas toujours être dans une routine où on fait toujours la même chose Mhm. du lundi au vendredi, etc. Donc, je suis rentrée dans cette agence de référencement, et pendant les 4 premières années de ma carrière, puisque moi j'ai commencé à travailler j'avais 22 ans en 2002, à peu près 2001-2002, pendant les 4 premières années, en fait, j'ai progressé, j'ai été débauchée par des agences, donc je suis passée dans différentes agences, et j'ai atterri au sein d'une filiale du groupe Publicis, donc chez Performix, Oui. et là, je suis tombée enceinte de mon premier, sachant que moi, un de mes rêves, c'était de ne pas être une maman sur le tard. En fait, je voulais avoir des enfants assez tôt Oui. parce que je voulais les voir grandir et je voulais aussi me dire qu'après, comme ça, à la quarantaine, cinquantaine, grosso modo, ils auraient fait Ils leur sont vie. déjà autonomes. Voilà, et je pourrais à nouveau Avoir un second avoir souffle. exactement un moment pour pouvoir profiter avec mon mari ou peu importe après, parce que la vie nous amène des fois sur des chemins différents. Mais voilà, donc je voulais pas être une maman avec des enfants tardifs, je voulais plutôt être une maman avec des enfants qui avaient des enfants assez tôt. Donc effectivement, dans l'agence, à mes 26 ans, je suis tombée enceinte. J'étais la première enceinte parce qu'en agence, il n'y a que des jeunes, souvent. Et donc, 26 ans, j'étais la première à tomber enceinte. J'étais la première à avoir un enfant. Et là, il s'est passé des choses. Et là, en fait, on va pas spoiler. Je vais rebondir et aller sur ma prochaine question. Quand est-ce que tu t'es dit, là, il y a un problème? Oui. On est vraiment en train de faire quelque chose de pas normal. Ouais. Alors, cette réflexion-là, il y a un problème,
je ne l'ai pas eu tout de suite parce que je me remets en 2006. En 2006, j'avais entendu plein d'histoires de mamans, de femmes qui avaient été mises au placard, machin, etc. Alors moi, je pensais bien sûr que ça ne me concernerait pas. C'était les autres parce qu'elles étaient peut-être pas assez, On pense etc., toujours que ça etc. arrive qu'aux Voilà, autres, ça n'arrive qu'aux autres, tant exactement. que ça ne tombe pas sur nous, hein. Exactement. Et puis, 2006, donc je tombe enceinte donc, de mon fils. Je suis arrêtée assez tôt parce que j'ai des problèmes, en fait, de, on va dire, de grossesse qui font que chaque fois que je prends la voiture, j'ai des contractions. Donc, je négocie avec mon manager de l'époque de travailler de chez moi, en télétravail. Donc, ce qui était vraiment exceptionnel en Très, très 2006. rare. Voilà. Là, ça nous semble normal, mais en 2006. Et donc, mon manager me dit, OK, pas de souci. Donc, je travaille jusqu'au jour de mon accouchement, mais vraiment, Non. depuis chez moi, en télétravail, etc. Et donc, mon fils est arrivé avec un mois d'avance quand même. Donc, le jour de mon accouchement, c'était pas prévu qu'il soit là. Donc, Oui. j'ai eu des clients qui m'ont appelé à la maternité en me disant, mais double félicitations, on savait pas que tu étais enceinte et en plus, on apprend que maintenant, tu as un enfant. Bah Donc, oui. donc, pour eux, c'était vraiment très transparent. Et puis, donc, je fais mes 2 mois et demi de congé maternité et puis je reprends un mois de plus parce que je me sentais pas de reprendre tout de suite. Bah bien J'allaitais mon sûr. bébé, il était vraiment petit, il était né avec un mois d'avance et Oui. je me sentais pas à 2 mois et demi de le laisser alors qu'il était vraiment, c'était une Ça peut crevette. être tôt, ouais. Donc je prends un mois de plus et donc je reviens au bout de à peu près 3 mois et demi, 4 mois en entreprise. Et là, mon manager a changé. Et il me réattribue un portefeuille client, puisqu'à l'époque, j'étais ce qu'on appelle account manager. Donc, je gérais un portefeuille client sur différents leviers en marketing digital. Mhm. Et là, tous les clients que j'avais eus avant mon congé maternité, je les ai plus. Et j'ai que des Mhm. clients, finalement, qui soit sont pas contents de l'agence, soit sont des petits budgets, Les donc bullies, quoi. n'intéressent pas l'agence, etc. Mais c'est un peu ça. Donc, je récupère le truc. Et puis, à l'époque, je me dis, bah, c'est normal, j'ai été absente pendant 4 mois, 6 mois. Enfin, voilà, j'étais absente, donc c'est normal. Et il y a quand même un truc qui me choque, c'est que moi, je suis bilingue espagnol. Et j'avais, avant de partir en congé maternité, rentré la Redoute Espagne, qui était quand même un gros compte pour l'agence. Et là, je lui dis, par contre, je comprends pas, parce que je savais que dans l'équipe, personne d'autre parlait bien espagnol à part moi. Et donc là, je lui dis, je comprends pas en fait, parce que je récupère pas ce client. Alors que je suis bilingue, enfin dans ma tête, je lui dis pas, mais alors que je suis bilingue espagnol, je pense dans ma tête. Et là, il me dit, bah c'est normal, tu parles pas espagnol. Alors que c'était tout Alors à fait qu'en le fait, contraire. c'était complètement le contraire. Et que la personne qui avait récupéré le compte, elle me disait, moi j'ai un niveau de CM2, quoi. Je sais faire hola, ¿qué tal? Et ça s'arrête à ça. Hablas un poquito. Ou Donc, hablo. voilà. Donc, du coup, là, je me dis, mais en fait, il a pas lu mon CV. Donc, au début, je pense ça. Je me dis, comme il est nouveau, c'est un nouveau manager et tout, il a pas lu mon CV. Donc, je reste, mais les bras m'en tombent, en fait. Et puis, bon, je récupère le poste. Donc, pendant plusieurs mois, il essaye de me virer, hein. Mais malheureusement, bah, tous les clients qui voulaient partir restent. Les petits clients commencent à développer, en fait, leur chiffre d'affaires. Bien sûr, parce que tu faisais le Parce job. que je faisais le job. J'ai fait plus de 30% de croissance en 6 mois sur mon portefeuille client, alors que c'était des clients qui devaient tous partir de l'agence, etc. Énorme. Et donc, moi, à la fin de l'année, mais très naïve, hein, très bisounours, parce que mon père, en plus, m'a éduquée comme ça, du genre, si tu bosses bien, que tu as des bons résultats, et ben du coup, tu auras en fait des promotions, tu auras des augmentations. Et c'est ce que j'avais vécu avant mon congé maternité, en plus, Mm. puisque j'avais été débauchée, j'avais eu des augmentations, etc. Donc moi, à la fin de l'année, je vais voir, je dis, hey, regarde, plus 30%, quand les collègues, ils ont fait, il y en avait une qui avait fait moins 10, l'autre qui avait gardé son portefeuille, etc. Et là, il me dit, ah non, mais moi, je peux pas te donner ni d'augmentation ni de prime. T'étais pas là pendant les 3 premiers mois de l'année. C'est pas vrai. Ah si, si, si. Et donc là, encore une fois, je fais, mais c'est une blague ou... Enfin, au début, je me dis, il me charrie, en fait. Il est un peu... Non, non, en fait, il était très, très sérieux, ce monsieur. Donc, Et tout ça pour 3 mois d'absence. tout ça pour 3 mois d'absence, congé maternité quand même, hein, bref. Et donc, du coup, je dis OK. Et puis là, j'entends parler, donc dans l'agence Performix, il y avait plusieurs entités, et j'entends parler en fait d'un poste qui s'ouvre en Espagne. Et qui s'ouvre avec une autre entité, avec qui je m'entendais très bien, là, ça passait très bien avec la direction. Mhm. Donc là, je me dis, bah, j'ai rien à perdre, je vais aller voir ce monsieur, et je vais lui proposer, en fait, mon profil. Je suis bilingue espagnol, etc. Et donc, effectivement, ça a matché. Et je suis partie. Donc, je suis sortie de ce manager, finalement, qui pensait que toute nana qui accouchait était plus bonne à rien, hein, parce que c'était vraiment son leitmotiv.
Et je suis partie en fait en Espagne pendant 2 ans pour cofonder Performix Espagne. Donc j'ai changé de manager sur ma première année. Donc là, je me suis dit, bon bah ok, c'est bon. Puis je reviens 2 ans après. Ouais. Entre-temps, le manager qui m'avait recruté était parti. Enfin bon, bref, il y avait eu pas mal de changements. Je reviens 2 ans après puisque j'étais en format détachement. Donc détachement, on ne peut faire que 2 ans par rapport à l'expatriation. Et là, j'étais enceinte de 3 mois de ma deuxième. Et Ouais. donc, j'ai un rendez-vous avec la DRH pour savoir à quel poste je reviens, dans quelle équipe je reviens, etc. Et quand je lui annonce que je suis enceinte, elle me dit, mais on vous a déjà payé un congé maternité, Madame Grimaud, il y a 4 ans, on va pas vous repayer un congé maternité maintenant? Licenciement. Donc, elle me fait faute grave, licenciement, etc., etc. Donc, du jour au lendemain, Non. je rentre sur Paris, je dois reprendre un poste, je me retrouve au chômage à 3 mois et 1 semaine d'être enceinte, en fait. C'est pas possible. Voilà. Ah si, si, si. Mais moi, je pourrais en faire un livre, hein, je pense que... Ou une Mais bien série sûr, Netflix. ce qui me choque un peu, c'est les promos, c'est les propos qui étaient d'une violence quand même, parce Ouais. que on a l'impression que finalement c'est une transaction et que quand on prend un poste, faut limite ligaturer ses trompes parce C'est que un peu ça. Et on vous surtout a par une payé. grosse agence. En fait, on se dit derrière, c'est quand même le groupe Publicis. Hein, donc, on ne parle pas d'une toute petite PME ou d'un... Voilà. On parle d'une grosse agence Avec les budgets. qui a quand même, je ne sais pas combien de recrutements de femmes, mais en tout cas, il y a beaucoup de femmes dans les équipes. Exactement, et c'est une femme qui vous fait la remarque. Et c'est une DRH femme qui me fait la remarque. Bon, après coup, j'ai appris qu'en fait, c'était mon ancien manager qui avait repris une des équipes qui ne me voulait pas dans les équipes. Donc, elle avait dit, vous vous démerdez comme vous voulez à la DRH, mais vous la virez. Voilà. Ça, je l'ai appris bien après, bien évidemment. C'est lui qui avait un petit peu tiré les ficelles. Donc là, une deuxième fois, je me dis, punaise, je suis enceinte. Alors que je leur ai fait quand même des millions. Hein. J'étais toute seule en Espagne. La première année, j'ai fait 800 000 euros de chiffre d'affaires, à moi toute seule. La deuxième année, j'ai fait 1,2 million. Alors, j'avais quelques personnes dans mon équipe. On était monté à 4. Mais voilà, on avait développé vraiment un très beau portefeuille Bien sûr. client. Donc là, je me dis, punaise, encore une fois, je tombe enceinte. Encore une fois, il y a des problèmes. Bon. Donc, je passe mon deuxième congé maternité. Et puis là, je me dis, bon, c'est peut-être l'agence qui déconne. C'est peut-être le format agence parce que j'étais encore... peut-être plus la première, mais j'étais encore dans les premières femmes finalement à être enceinte. Parce que finalement, j'avais 30 ans et 30 ans en agence, il n'y a pas de femmes qui sont enceintes. Elles commencent à être enceintes à 31, 32 ans, etc. Ouais. Donc je me suis dit, c'est peut-être le problème, c'est peut-être l'agence. Donc je vais changer et je vais aller chez l'annonceur. Comme ça, j'aurai plus de soucis. Donc là, je suis recrutée par une petite filiale de Vivendi. Mhm. Et tout se passe bien, très bon résultat. Donc là, j'avais pas mal de déplacements. J'étais en part-time entre la France, donc entre Paris et l'Allemagne. Donc, j'ai pas du tout vu les 3 premières années de ma fille. Donc, j'ai pas vu quand elle a marché. J'ai pas vu toutes ces premières fois, je l'ai pas vu parce que j'étais à chaque fois à Berlin. Donc, mon mari passait son temps à me faire des vidéos Pour qui pouvoir m'envoyait vous impliquer. voilà, pour pouvoir, parce qu'en fait, j'étais toujours jamais là, en fait, finalement. Et le week-end, j'étais crevée parce qu'avec les déplacements, je partais à 5 h le matin, je rentrais à 23 h le soir, etc. Je peux le comprendre, c'est tout en C'est fait le épuisant. revers de la médaille de C'est quand ça. on est avec des missions à l'international. Hein. C'est ça. Oui. Et donc là, je tombe enceinte de mon troisième. Donc je pars en congé maternité. En plus, pareil, mon troisième aussi, il avait quelques problèmes. Alors lui, il grossissait pas assez dans le ventre. Donc du coup, j'ai été arrêtée, je pense, à peut-être 6-7 mois de grossesse, quelque chose comme ça. Et donc là, mon manager me dit, non, 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 tu travailles pas de chez toi, tu t'arrêtes, tu te reposes, tu penses au bébé, etc., etc. Bon. Et puis, donc je mets une personne à mon poste, qui, je pensais à l'époque, était une amie, mais en fait, c'était une amie très intéressée et qui trouve mon poste super bien. Donc, tellement bien que pendant mon congé maternité, elle fait des petites magouilles, machin et tout. Elle monte toute mon équipe contre moi. Enfin, bon, bref. Et donc, au moment où je reviens de congé maternité, la DRH me dit bon, Nathalie, on a un petit souci là. Ah bon? Et On va pas pouvoir te remettre à ton poste. Et donc là, je dis comment ça? J'avais vu qu'il y avait eu des changements parce que la personne qui m'appelait tout le temps ne m'appelait plus. Enfin, voilà, j'avais vu, donc je m'attendais. Et donc, elle me dit, oui, oui, on va pas pouvoir te remettre à ton poste, ça va être compliqué. Ok, mais vous me mettez à quel poste? Ah ben, on sait pas. Ah, je dis, ah non. Alors moi, je vais pas revenir dans une entreprise, même si je suis très bien payée, pour être payée à rien faire, ça va pas être possible en fait. Ça, c'est pas possible pour moi. Donc, je lui dis, écoute, vous n'avez pas de poste, vous savez pas où vous allez me mettre, on va faire quelque chose de très simple, on va négocier mon départ et je vais partir de l'entreprise. Donc ça a arrangé tout le monde, on a négocié mon départ, je suis partie de l'entreprise. Et donc là, j'ai été recrutée par
une nouvelle entreprise. Donc, une entreprise dans le domaine du B2B, dans Mhm. lequel j'ai dû, en fait, on va dire digitaliser. C'était une entreprise qui n'était pas du tout digitale, donc j'ai dû digitaliser, mettre en place pas mal de choses. J'ai monté une équipe. En fait, au début, quand je suis arrivée, il y avait 3 personnes. On est monté à 8 personnes. L'idée, c'était vraiment d'accélérer la partie digitale De pour faire les toute une ventes et refonte, tout oui. ça. Donc, voilà, il y avait des missions qui étaient passionnantes. Et donc, pendant une année, tout se passe bien. Et Et sachant là, Sachant qu'avec mon mari, enfin moi j'avais toujours dit à mon mari, je veux un nombre pair d'enfants parce que je trouve que les nombres impairs c'est toujours compliqué, il y en a toujours un il y qui est en de a l'autre un côté. qui se Et en fait retrouve les un peu copains c'est seul. toujours par deux, quand il y a un trio, il y en a toujours un qui est un peu tout seul. Donc j'avais dit j'en veux 2 ou j'en veux 4. Bon, Ouais. mais je m'attendais pas à ce que la 4e arrive aussi vite. Surtout que mon 3e avait mis longtemps à faire ses nuits, etc. Donc il avait été un peu difficile quand il était jeune. Ouais. Donc je m'étais dit, 4 ans d'écart entre le 3e et le 4e, comme le premier et le 2e, ce sera nickel. Bon, sauf que elle était pressée d'arriver, ma petite dernière. Et donc, du coup, Et pile poil, mais vraiment à quelques jours près, au bout d'1 an d'anniversaire au sein de cette entreprise, bah, je tombe enceinte. Alors là, c'est panique, hein, parce que quand je tombe enceinte, mais je pleure en fait. Je dis à mon mari, ça y est, je vais encore perdre mon job, j'en ai on marre. en est arrivé là. On en est arrivé Exactement, là, c'est en ça. fait, On en en me est disant arrivé au point où on est enceinte, ce qui aurait dû être une joie. une Et en joie, fait, un quand j'apprends bonheur. que je suis enceinte, je pleure toutes les larmes de mon corps contre mon mari. Et en fait, pendant les premières semaines, je suis tellement pas bien qu'il finit par me dire, mais en fait, si tu veux, avorte. Et là, prise de conscience en me disant, attends, il y a quand même un truc dingo, c'est-à-dire qu'on en veut 4, parce que mon mari aussi, hein, du coup, on voulait une famille nombreuse, on en veut 4, je suis enceinte, j'ai 0 problème pour tomber enceinte, alors qu'il y a des femmes qui Personne. galèrent, qui n'y arrivent Mais pas, bien etc. sûr. Et là, je me mets quelque part la rate au courbouillon parce que potentiellement, je vais perdre mon job, en fait. Je mets d'un côté le job, de l'autre côté la vie, en fait. Et là, je me dis non, c'est C'est pas une possible. tristesse. C'est hyper triste. Mais les premières semaines où j'ai appris que j'étais enceinte, ouais, j'avais la boule au ventre, j'étais pas bien, etc. Et là, en fait, quand mon mari m'a dit ça, ça m'a fait un switch. J'ai dit, mais en fait, Nat, tu déconnes. Il y a la vie d'un côté, il y a le taf de l'autre. Enfin, Mais bien et la sûr. vie, c'est plus important. En plus, voilà, c'est avec l'homme que tu aimes, tu voulais une famille nombreuse, etc., etc. Donc, ma 4e grossesse se passe mais super bien, je suis en super forme, etc. Donc là, je me dis, je vais encore plus montrer que les premières fois que je suis à fond, etc. Donc je décale même le début de mon congé maternité. Je prends pas mon congé pato, je décale de 15 jours ou de 3 semaines mon congé maternité parce que j'étais à fond, etc. Pour montrer que je suis à fond, que je suis là, je prépare mon départ, je forme une personne, etc., etc. Et puis je dis à la personne, surtout tu m'appelles, il n'y a pas de souci, je suis dispo s'il y a des problèmes. Donc je suis restée quand même régulièrement au Tu as tout téléphone mis en place en pour que place ça se passe bien. pour que ça se passe bien. Et là, de la même manière, cette personne a adoré mon poste. Et puis ma manager s'est dit, en fait finalement, la personne qui remplace Nathalie, elle est payée 2 fois moins que Nathalie. Elle fait le Elle job. fait le job. Pourquoi garder Nathalie? Donc à mon retour de congé maternité, là c'était un peu la boule au ventre, hein. Je retourne au travail. Comment tu t'es sentie, par exemple, la veille J'étais hyper stressée, vraiment J'imagine. hyper stressée. En plus, je me dis, j'en ai eu trois problèmes. Je dis là, la 4e, donc mon mari me dit, écoute, peut-être que... Et là, je reviens au bureau et franchement, j'ai un pot d'arrivée. J'ai des cadeaux de la part des collègues qui se sont cotisés et tout. Je me dis, oh, mais c'est génial. Le premier jour, c'était ça. Attention, hein, parce que la suite va arriver, ça va pas de... Mais là, le premier jour, je me dis, mais c'est génial en fait. La seule qui n'était pas prévue, parce que les 3 autres, on avait prévu de les faire. La seule qui n'était pas prévue, c'est la seule avec laquelle ça se passe bien. Ça se passe bien. Eh ben, je vais dire à toutes mes copines de ne pas prévoir de tomber enceinte. Comme ça, elles n'auront pas de problème. Bon, ça, c'était le premier jour. Parce que en réalité, pendant le pot, après, il y a des collègues qui m'ont dit, mais Nathalie, t'as pas vu que la manager, elle disait, alors, pendant ton absence, Nathalie, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Et puis tout d'un coup, une fois qu'elle avait tout listé, elle me dit, et toi, Nathalie, t'as fait quoi pendant 6 mois? Donc là, moi, j'étais un peu là, Et là, il y a une collègue qui avait très mal pris le truc, qui était maman aussi, mais qui avait des grands enfants, qui lui dit, en fait, elle a juste donné la vie. Bien sûr. Voilà. Parce que moi, j'étais là, j'ai fait quoi? En fait, je me suis occupée d'un nourrisson, puis je me suis remis dans l'accouchement. Enfin, c'est quand même pas banal, hein? Et donc, en fait, voilà, ça, c'était les prémices. C'est-à-dire que, ok, on avait tout... Elle a balisé le terrain. Voilà, on avait tout fait pour que
ça se passe bien, hein, bien évidemment, le retour, machin. Mais en fait, il y avait des petits pics comme ça. Et là, petit à petit, très rapidement, même plus que petit à petit, mais très rapidement, je me suis rendu compte qu'en réalité, elle continuait à passer par la personne qui était dans mon équipe qui m'avait remplacée. Mhm. Elle me donnait des contre-ordres. Donc moi, après, j'allais voir l'équipe en disant, il faut faire ci, il faut faire... Ah non, mais pas du tout. La manager, elle nous a dit qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça. Donc moi, je passais juste pour une imbécile. J'étais pas dans les boucles de mail, etc., etc. Et donc là, ça a duré 8 mois, cette histoire. Hein. Et pendant plusieurs mois, j'étais vraiment pas bien. J'avais la boule au ventre de retourner au bureau. J'étais vraiment... Puis en même temps, je me disais, c'est un gros salaire. Il y a des avantages. Tu sais, un peu, c'est... En fait, c'est un peu comme... Maintenant, aujourd'hui, je me dis, c'est un peu comme un drogué. C'est-à-dire, on va te donner la drogue gratuitement Voilà. jusqu'à ce que tu sois complètement drogué pour qu'après, tu viennes acheter. Et ben, en fait, quand on est en CDI, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a les avantages. Moi, j'avais la voiture de fonction, j'avais du télétravail, j'avais... Voilà. Et je me disais, mais je peux pas quitter ça. J'avais 10 semaines de vacances. Enfin, voilà, j'avais beaucoup d'avantages. Je peux pas quitter ça. J'ai 4 enfants, je suis responsable d'une famille, etc., etc. Et donc, pendant 8 mois, j'ai vécu ça. Et en fait, un jour, j'étais tellement pas bien que j'ai une collègue qui était dans mon équipe, qui était ma N-1, qui arrive dans le bureau et j'étais en pleurs, en fait. Et qui me dit, non, mais Nathalie, tu peux pas continuer comme ça. Faut que tu ailles voir l'infirmier. Et là, je vais voir l'infirmier, je lui explique ma situation. Et il me dit, mais Madame Grimaud, c'est simple. On vous fait du harcèlement pour que vous donniez votre démission et que vous partiez. Donc, ça veut dire que pendant tout ce temps, toi, tu n'avais pas une lecture. J'avais absolument zéro lecture. Je me disais, mais je comprends pas. Je fais exactement pareil. Avant mon congé maternité, on me félicitait. Après mon congé maternité, on me fait passer pour un tapisson et on me marche dessus. Et en fait, je ne comprenais pas. Et le jour où il m'a dit, Madame Grimaud, c'est du harcèlement, ça m'a bling illuminé, tu vois. Et là, je me suis dit, ah ouais, et ben maintenant que je sais, on va y aller et on va se battre avec les armes. Et donc là, j'ai commencé à monter un dossier. J'ai commencé à faire des mails. Alors, je suis devenue la salariée vraiment chiante. Parce que chaque fois qu'il se passait un mail, chaque fois qu'il se passait un truc, je retraçais avec un mail. Oui, bonjour, tu m'as dit ça, je comprends pas parce qu'à l'équipe, t'as dit ça, machin. Et elle répondait jamais, cette manager. Donc, en fait, j'ai commencé à constituer mon dossier. J'ai commencé à aller voir un avocat. J'ai commencé, tu vois, à finalement préparer mon départ en sachant que à un moment donné, il allait se passer un truc. Quelque chose. Je savais pas quoi. Pas bon. Je savais pas si on allait me licencier. Je ne savais pas si j'allais négocier mon départ. Je savais pas. Mais je savais qui. Et donc, je me suis dit, je vais préparer. Au cas où ça va au contentieux, je vais préparer. Et effectivement, j'ai bien fait. Parce que un jour où ma manager me remet encore... en fait, j'avais, si tu veux, avant mon congé maternité, depuis que j'étais rentrée dans l'entreprise, j'avais 2 jours de télétravail. Je suis rentrée de mon congé maternité. Elle me dit, ah non, on peut faire qu'une journée. Maintenant, on peut plus faire 2 journées. Oui. Pourquoi ? Et comme je continuais, en fait, au bout de quelques temps, elle me reconvoque, elle me dit non, tu pourras plus avoir de télétravail du tout. Et pourquoi, en fait, mes équipes... Tu sentais que ça commençait à se durcir, en fait. Ouais, en fait, ils trouvaient des points, si tu veux, pour me faire craquer. Et en fait, toute mon équipe, alors elle me dit non, mais parce que le vendredi, il faut absolument que tu sois là pour gérer tes équipes. Je lui dis, ah, j'aimerais bien, ok. Mais je lui dis, alors je fais comment ? Parce que toutes mes équipes, elles sont en télétravail le vendredi. Donc, je vais chez chacun de mes collaborateurs pour voir comment ils travaillent le vendredi. Ah oui, mais non, mais quand même, il faut que tu sois là, etc. Et donc, ce jour-là où elle m'a dit ça, je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, je sais très bien ce que vous faites. J'ai bien compris ce que vous faites. Votre objectif, c'est que je parte de l'entreprise. Moi, mon intérêt personnel, c'est pas de donner ma démission. Donc, soit on se pose en tant qu'adulte devant une table, on trouve une solution, on discute de mon départ et on fait un départ à l'amiable, soit il faudra trouver une autre solution, mais ça sera pas ma démission. Et ça, je lui ai dit très cash, parce que comme je savais ce qu'il en était, je savais en fait. Et écoute, 3 jours après, j'ai reçu, alors c'est même pas moi qui l'ai reçu, c'est mon mari du coup, parce que moi j'étais au bureau. Mon mari m'appelle et il me dit, t'as reçu une lettre préalable à licenciement. 3 jours après. Parce qu'en fait, pendant 8 mois, ils avaient tenté en se disant, et ça pareil, je l'ai appris après, le PDG avait dit à ma manager, de toute façon, Grimaud, elle retrouvera un poste dans 3 mois. Donc on va pas négocier son départ, on va pas lui donner de l'argent, parce que dans 3 mois, elle aura retrouvé. On va la travailler au corps. On va la travailler au corps pour qu'elle en ait ras-le-bol, qu'elle craque, qu'elle donne sa dème et que ça coûte rien à l'entreprise. On a l'impression d'être dans le Far West, en fait. Et je me dis, on est censé être en entreprise, un endroit où on passe plus de 8 heures par jour, où on est censé être en sécurité. Finalement, ce que j'entends là, c'est qu'il faut être préparé aussi. Parce que
quand tu me dis qu'il a fallu que tu ailles voir le médecin du travail qui te dise, mais c'est du harcèlement que tu subis. Ça veut Ouais. dire qu'il y a des personnes qui Qui encaissent. n'ont pas cette lecture. Et j'aurais pu. Alors, heureusement, j'ai quand même un entourage. Mon mari est très présent, mes enfants, enfin voilà, on est une unicité Mhm. familiale très forte. Et puis après, j'ai mon père Heureusement. qui est très. Donc, heureusement que j'avais ça. Mais je me dis, pour les personnes qui subissent ça, qui ont des environnements peut-être plus fragiles, ou des environnements sur lesquels il y a beaucoup de disputes, beaucoup d'engueulades, etc. Mhm. Mais en fait, c'est le cocktail d'explosion. Et après, on se demande pourquoi des gens finissent en burn-out, pourquoi des gens, dans le pire des cas, en fait, se suicident, etc. On comprend Parce pas. qu'en fait, ça peut aller très très loin. Moi, ça allait très très loin. Et quand j'ai été au prud'homme pour cette entreprise, pour l'autre aussi qui m'avait licenciée d'ailleurs pour ma fille quand j'étais enceinte de 3 mois, Mhm. et, et en fait, ils se sont fait mais dézinguer en fait au prud'homme. Et donc, c'est à ce moment-là que tu as vraiment compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. Bah exactement. C'est là, en fait, où je me suis dit, attends, 4 grossesses, 4 problèmes, toujours, en fait, systémique, c'est-à-dire avant, pas de problème, je suis systématiquement sur une Le même surperformance, schéma. et après, plus rien ne va, comme si, alors maintenant je le dis en rigolant, mais comme si j'avais perdu mon placenta, enfin, que j'avais perdu mon intelligence plutôt en même temps que le placenta, tu vois, au moment de l'accouchement. Mais c'est exactement ça, parce qu'on a l'impression que limite, on perd de sa performance avec la maternité, alors que quand on a des enfants, on est censé être plus responsable, parce qu'on est responsable d'êtres humains. Et Donc, puis surtout, on développe énormément de soft skills. On développe, par exemple, le fait de pouvoir faire plusieurs choses en même temps, le fait de pouvoir, alors quand il y a une fratrie, bah, gérer les conflits, donc savoir, voilà, négocier, etc. On développe vraiment plusieurs soft skills. Et en fait, tout ça, ça m'a amené, tu vois, ces 4. Donc il en a fallu 4 quand même pour que je comprenne, puisqu'en 2006, pour moi, c'était c'est loin la normal. détente. En 2016, c'était plus normal. Donc j'ai quand même mis 10 ans. Mais là, je me suis dit, non, mais en fait, il y a un problème dans notre société. Notre société ne tourne pas rond. Ça m'amène à la question, qu'est-ce qu'on projette en fait sur la femme en entreprise quand elle devient mère? Parce que tu as dit quelque chose qui m'a fait tilter, c'est-à-dire que tu as la boule au ventre Mm. pour revenir et tu as pleuré quand tu as appris que tu étais enceinte de ton quatrième enfant. Tu connaissais même pas encore le sexe. Donc, qu'est-ce qu'on projette? Est-ce que c'est pas que il y a une tendance à vouloir en fait systématiquement dire bah c'est pas je veux pas dire sous-homme mais limite elle va être malade, elle va être en sous-performance donc en fait à déprécier la Mm. personne Mais en parce fait, que ouais, hmm, dans le monde de l'entreprise, effectivement, le fait d'arriver à un certain âge, parce que les mères le subissent, hmm, mais les femmes qui ne veulent pas être mères le subissent aussi, de aussi manière différente, mais le subissent aussi. Donc en fait, ça s'adresse à toutes les femmes, grosso modo, entre peut-être 28 et puis 40 ans, qui vont être les tranches d'âge où on va faire le plus d'enfants. En fait, l'entreprise va se dire, c'est un coût, elle va être absente 2 mois et demi, 3 mois, 6 mois, peu importe. Peut-être qu'elle va prendre un congé parental. Donc c'est un coût. En fait, tout ça, c'est un coût. Alors qu'en fait, aujourd'hui, il y a des solutions qui existent et qui peuvent transformer quelque part ce coût en Mhm. aussi opportunité. Et puis, même si on n'est pas absent très longtemps, parce que 2 mois et demi, 3 mois, ça passe quand même à la vitesse de la lumière, mais l'entreprise, elle a eu le temps de se réorganiser. Et donc, quand on revient, on est un peu le cheveu sur la soupe, quoi. C'est ça On enquiquine un peu les managers, l'entreprise qui s'est restructurée qui a sans fait nous, finalement sans toi. voilà, Mhm. et qui ne veut plus nous laisser notre place, en fait, parce que dans la majorité des entreprises, c'est ça. Et du coup, on se retrouve, en fait, quelque part, le cul entre deux chaises, excuse-moi du terme, mais Mhm. parce que bah, nous, on a envie de retrouver notre place, on a envie, surtout si le job nous intéressait, etc., on a envie de s'investir dans l'entreprise. Bien sûr. Mais on a aussi des contraintes derrière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester jusqu'à 22 heures tous les soirs, on ne peut pas aller boire des pots avec les copains, les collègues, c'est plus possible. On a un enfant qui nous attend chez nous, qu'on a envie de voir. C'est pas juste qu'on doit s'en occuper, c'est que lorsqu'on devient maman, on a aussi envie de voir son enfant. Mais bien sûr. On a envie de le voir grandir, on a envie de s'en occuper, etc. Et donc, finalement, on n'est plus dans le moule de ce que l'entreprise, en tout cas française, attend, qui est qu'on doit être corvéable, Corporate.
Ouais, voilà, à merci. Donc, si le soir il y a un pot, bah faut aller boire le pot avec les collègues parce que sinon on va pas être dans le mood en fait de l'entreprise. On devient Euh, plus, voilà. et sauf que lorsqu'on est maman, notre priorité, c'est pas de passer du temps avec notre collègue ou nos collègues, c'est de passer du temps avec notre enfant Avec et les notre enfants, famille. bah Sinon, on bien fait pas sûr. des enfants. Si c'est pour jamais les voir, on prend un poisson rouge et puis c'est très bien. On le voit le soir, une demi-heure, Ouais, ça ou une suffit. tortue aussi, ça passe. Exactement. Et ça m'amène à la question parce que je n'allais pas faire le rapport, mais beaucoup de femmes, après la maternité, se lancent dans l'entrepreneuriat. Ouais. Parce que, est-ce que finalement, c'est pas aussi dû à ce genre d'expérience où on leur laisse pas, on va dire, le choix finalement de pouvoir retrouver leur poste, les missions. On a l'impression qu'on te lance de petits pics. Ah bah oui, tu n'es pas au courant parce que tu as été absente, comme si tu te tournais les pouces alors que voilà, tu avais un enfant à allaiter, des 3 heures de sommeil, donc tu n'as pas chômé pour le coup, et tu n'étais pas payé non plus. Donc, est-ce que tu peux dire qu'on peut lier ça, Alors, en fait, il y a deux le fait que choses. les Ouais. femmes entreprennent plus En fait, après je la pense qu'il y a deux maternité? choses. Il y a Mhm. d'une part, aujourd'hui, les entreprises, en tout cas la structure des entreprises, n'est pas pensée pour les mères. Elles ont été pensées pour des hommes qui, à l'époque, ne s'occupaient pas des enfants. Rentrer n'était juste que des, on va dire, que des pourvoyeurs financiers, c'est-à-dire que la femme gérait la maison et l'homme ramenait l'argent à la maison. Donc c'est pas lui qui s'occupait des enfants, c'est pas lui qui s'occupait du foyer. Et en fait, l'entreprise, elle a été construite sur ce modèle-là. Sauf que aujourd'hui, et grâce à nos ancêtres, qui ne sont pas si ancêtres que ça, mais on a pu commencer à travailler, on a pu avoir notre indépendance financière, etc. Mais l'entreprise, elle n'a pas évolué. En tout cas, Mhm. peu d'entreprises ont évolué. Dans Donc ce le sens. cadre, il reste pour des gens, femmes ou hommes, peu importe, qui n'ont pas d'enfants, qui peuvent être disponibles tôt le matin, tard le soir, etc. Et en fait, prendre en considération les besoins des mamans. Ben, excuse-moi du terme, mais ça fait chier les entreprises, quoi. Elles n'ont pas envie de s'adapter. Elles ont envie que les salariés s'adaptent à elles, mais elles n'ont pas envie de s'adapter aux besoins des entreprises. Et donc, du coup, d'un côté, il y a l'entreprise, Mhm. la majorité des entreprises, et de l'autre côté, il y a aussi, ben, quand on devient maman, enfin, je pense, hein, pour la majorité, on ne devient pas maman pour pas voir nos enfants. Sinon, on a juste des neveux et Aussi. des nièces, ça suffit, on les voit de temps en temps, on Oui, fait la la bonne tata tata. un peu sympa, et puis bah ça. Pour les anniversaires. Voilà. Et en fait, souvent, il y a aussi une prise de conscience parce que, et ça, peut-être que tout le monde l'a pas, mais en fait, lorsque nos enfants arrivent à une dizaine, douzaine d'années, on a déjà passé 80% de notre temps avec nos enfants. Donc moi, par exemple, aujourd'hui, bah, mes enfants, la dernière, elle a 10 ans. Je Mhm. sais que tout le temps qui est passé, c'est la majorité du temps que je vais passer avec mes enfants. Parce que quand ils commencent à être adolescents, ben en fait, c'est les copains, c'est les sorties, c'est le sport, etc. Puis Bah, bien sûr. après, à 17, 18, 19 ans, ils partent faire leurs études. Et puis après, ils font leur vie. Et quand ils font leur vie, ils vont pas venir tous les soirs à la maison voir maman. Ils vont être avec leurs copains ou leurs copines, etc. Mhm. Et donc, ils vont venir nous voir quoi? Quelquefois, dans le meilleur des cas, une fois par mois. Si on n'est pas trop loin, peut-être tous les 15 jours. Et sinon, c'est 3 fois l'année. Pour leur anniversaire, pour notre anniversaire Et et pour puis pour Noël. Noël. Tu vois? Et donc en On a fait, dit en même temps. il y a aussi cette prise de conscience, je pense, des mamans, pas forcément aussi chiffrée que là, les études qui montrent qu'effectivement, à partir de 10, 12 ans, on a passé la majorité du temps avec nos enfants. Donc en fait, après, on les voit de moins en moins. Mais il y a cette prise de conscience de j'ai envie de profiter de mon enfant tant Oui. qu'il est petit. Mais en même temps, je veux pas être une femme au foyer. Je veux avoir mon indépendance financière. Je veux aussi être une femme qui soit heureuse de se lever le matin. Et puis, il y a aussi cette vision de la société, à mon sens, que lorsqu'on est mère au foyer, grosso modo, on est bonne à rien. Si tu vas dans un dîner, je sais pas, le soir, enfin, je dis un dîner ou un déjeuner, etc., et qu'il y a une femme qui dit, bah, moi, je suis juste femme au foyer, en fait, les gens vont pas s'intéresser à elle. Bah, bien Alors que sûr. si elle dit qu'elle est entrepreneuse, qu'elle est salariée dans tel domaine, etc., ah là, tout d'un coup, ah oui, tu Il y fais a une quoi? Et donc, perception. tous les jours, voilà. Il y a la perception aussi de,
bah, la femme au foyer, elle est assise toute la journée à regarder des séries débiles sur Netflix, quoi. Voilà. Et ça m'amène à la question, tu penses quoi de la crédibilité? Qu'est-ce qu'une femme crédible pour toi? Parce que Ouh, bah, tu l'as un peu évoqué, hein, parce que quand on dit qu'on est femme au foyer, finalement, on s'intéresse moins, mm. on a tendance à moins s'intéresser à toi. Et qu'est-ce qu'une femme crédible pour toi, Nathalie? Alors, c'est une très très bonne question. Je pense que pour moi, une femme crédible, c'est une femme qui va suivre ce qu'elle a envie de faire. Parfois, ça peut ne pas coller avec la vision qu'a la société. Et ça peut être compliqué. Hmm. Mais quand elle fait ce qu'elle a envie de faire, peu importe qu'elle soit mère au foyer, qu'elle soit salariée, qu'elle soit entrepreneuse, qu'elle travaille pas, etc., et qu'elle l'assume, et qu'elle le dise haut et fort, et ben du coup, elle devient crédible, en tout cas pour ses proches. Et je pense qu'une femme crédible aussi, en tout cas une maman crédible, si je spécifie sur une maman crédible, c'est de montrer à ses enfants qu'on est capable de suivre nos rêves pour que nos enfants aussi soient capables de suivre les leurs. Parce que souvent, en tant que parent, on s'interdit. On se dit, ah oui, mais non, mais je peux pas faire ça parce que je suis On maman, parce que culpabilise. nanana, parce que je vais pas avoir mes enfants, parce que nanana. Et en fait, nos enfants ne font pas ce qu'on leur dit. Ils font ce qu'on fait. Ils font ce qu'on fait. Mhm. Donc, si on leur montre que oui, on suit notre rêve, il est peut-être pas facile, il est peut-être compliqué, on va peut-être aller d'échec en échec en échec avant d'atteindre notre rêve, ils vont se dire, mais en fait, si maman l'a fait, moi aussi, je peux suivre mon rêve. Si par contre, on reste dans un carcan de, ah, fou, bon, de toute façon, il faut que j'aille bosser, hein, j'ai pas le choix, mais oh là là, Faut qu'est-ce que que je ça me saoule, subisse. je subis. Et ben, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire, nos enfants? Ils vont subir aussi Parce quand qu'ils ils vont se seront dire, grands. c'est la normale. Parce c'est ce qu'on leur aura montré. Et du coup, c'est pour eux la normalité de subir leur vie au lieu d'être acteurs ou actrices de leur vie. C'est parfait. Je ne peux pas, en fait, ajouter autre chose, sinon dire juste qu'il faut être aligné. Et c'est ce que tu Mm. viens de décrire clairement dans ta manière de décrire la femme crédible qui est propre à, à chaque femme, hein. C'est une question que je pose à chaque femme parce que c'est pas quelque chose d'objectif en soi. C'est vraiment propre à la personne. Exactement. Et ce qui peut être bien pour l'un peut ne pas être bien pour l'autre. En fait, il faut s'autoriser à se dire, OK, si j'ai zéro contrainte, qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? On s'en fout des contraintes financières, du regard des proches, du regard des voisins, etc. Qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire? Qu'est-ce que moi, j'ai envie de transmettre à mes enfants? Et sortir, en fait, finalement, de ce cadre qui est un petit peu imposé, hein, parce que souvent, on va dire, par exemple, pour l'entrepreneuriat, souvent on va dire, mais quoi, mais ça va pas, t'es salarié, t'as un poste, t'as un salaire, t'as machin, pourquoi tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat? Mm. Alors qu'en fait, ok, peut-être qu'au début, ça peut être plus vacillant en termes de revenus, mais si on arrive à bien construire, on peut avoir un revenu très confortable et gagner beaucoup plus que lorsqu'on était salarié, parce que si, déjà en tant que salarié, on donnait plus, lorsqu'on est entrepreneur, on va donner plus. C'est Sauf sûr. que le plus, il revient à nous. Il Mais c'est revient ça, pas aux actionnaires ou au exactement. PDG ou à la direction, en fait. Donc, je comprends mieux. Et là, en fait, j'ai une question sur euh, qu'est-ce que est-ce que tu dirais que toi, tu as entrepris par nécessité ou bien par choix? Parce que tu m'as dit que c'était pas quelque chose qui t'était destiné en Ouais. fait. Alors, moi, je ne m'attendais absolument pas à être entrepreneuse. Comme je te l'ai dit au tout début, mes parents étaient à des milliards d'années-lumière de l'entrepreneuriat. Et en fait, même en 2016, donc 2016-2017, quand j'ai été licenciée, j'ai eu du mal à me lancer. C'est mon mari qui m'a poussée, qui m'a dit, Ménat, tu as toutes les compétences, tu as le réseau, tu as tout ce qu'il faut pour développer ta propre activité. Bien sûr. Et au début, j'ai eu des peurs, mais immenses. Et notamment, moi, ma principale peur, c'est la peur financière. Moi, je me projette à dans 30 ans. Donc, à l'époque, je me projetais déjà avec les enfants vont être grands, ils vont faire potentiellement des études, ils vont potentiellement partir à l'étranger. Ça va nous coûter de l'argent. Et si je gagne 3 francs 6 sous, comment je fais pour leur payer leurs études? Comment je fais pour leur payer leur voyage, etc. Et en fait, j'avais une peur énorme de me lancer.
Et si j'avais pas eu mon mari, je pense que je me serais pas lancée. Et c'est lui qui m'a lancée. C'est lui qui m'a dit, mais vas-y, va chercher tes clients, regarde, tu donnes déjà des cours en école de commerce, tu as déjà des clients qui veulent retravailler avec toi. Finalement, tu avais tout. Finalement, j'avais tout. J'avais juste cette peur qui me faisait attendre. Et en fait, j'ai juste eu la bonne personne à mes côtés pour me dire, regarde, t'es capable, regarde, vas-y, et tu vas voir que les résultats vont parler d'eux-mêmes. Et je souris parce que on mesure pas l'importance du partenaire parce que ça me fait penser à ma propre expérience. Je sais qu'il y a beaucoup de projets que j'aurais pas lancés si j'avais pas un conjoint qui me dit Mm. oui, je vais garder le bébé, tu peux aller donner des conférences à 300 km, donc tu peux aller faire ton podcast, j'irai le chercher, etc. Donc, et même booster, parce que des fois, on a des coups de mou aussi. Donc, c'est vraiment important. Et là, je le réalise aussi, parce que c'est pas anodin qu'on C'est arrive pas à faire de anodin grandes et choses, parce que, tous les conjoints ou conjointes, hein, parce que ça peut être dans les deux sens, ouais, n'ont pas cet état d'esprit. Moi, c'est vrai que nous, on a développé, alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais on a développé, on va dire pour le côté familial, on a développé un vrai travail d'équipe. bien sûr. C'est-à-dire que si je suis pas là, bah, il sait gérer la maison. Il n'a pas besoin de me dire, et au fait, elles seront où les couches C'est ça, ou il je est ne sais quoi. autonome. Il sait aller chercher les enfants à l'école, il sait s'en occuper. Enfin, bon, maintenant ils sont adolescents, donc c'est un autre régime, je dirais. Mais ça n'a jamais été un aidant. Alors des fois, on me dit, ah mais toi, tu as de la chance. Non, en fait, j'ai pas de la chance. En fait, il fait son rôle de papa, il fait son rôle de conjoint. C'est ça, en fait, un vrai couple. C'est un travail d'équipe C'est des où l'un, partenaires. voilà, où l'un doit pouvoir prendre le relais quand l'autre, ben, voilà, part sur ses activités professionnelles ou autres, et où l'un doit pouvoir encourager l'autre quand l'autre reste bloqué. Moi, c'est vraiment ce qui s'est passé, parce que j'avais une trouille, mais phénoménale, de me lancer. Et puis aujourd'hui, j'accompagne des parents à se lancer, à Bah, être bien sûr, plus de indépendants. 2000 et on va y revenir justement. Tu vas nous parler de ce bébé qui n'est plus un bébé, la tribu digitale. Ouais. Donc pour les personnes qui ne savent pas, parce que moi j'ai un peu... Et oui, alors quand je me suis lancée, donc moi j'ai créé une agence digitale. Donc j'ai D'accord. rejoint mon mari qui lui il s'était déjà lancé quelques années avant moi. Donc lui avait fait ce chemin en fait avant moi. C'est peut-être aussi ce qui l'a poussé à dire mais t'es capable, regarde, etc. Et donc je l'ai rejoint, j'ai créé une agence digitale. Et là, donc à l'époque, les enfants étaient petits, parce que j'avais mes deux derniers qui n'étaient pas encore scolarisés hein, quand j'ai rejoint mon mari. Donc j'avais les deux petits qui étaient 100% à la maison. On n'avait pas pris de nourrice, on n'avait pas pris de crèche, etc. On travaillait avec eux à la maison. Et en fait, Comment ça s'arrangeait en et fait? ben en fait, là, pareil, ça a été, tu vois, l'illumination. Je me suis dit, mais en fait, je peux travailler, je peux m'occuper de mes enfants. Alors ouais, des fois, je jongle. C'est vrai que des fois, on a jonglé. Surtout que mon troisième, alors je me souviens de mon troisième qui mettait un temps infini à manger le midi, en fait. Et à la fin, quand c'était l'un ou l'autre qui devait gérer, donc mon troisième le midi, on prenait notre ordinateur portable, on se mettait sur la table de la cuisine, et comme il mettait un temps infini, mais des fois, jusqu'à 16h30, il était en train de mâcher ses trucs, et en fait, il Il faisait sa rêvassait, vie. et machin, il faisait sa vie. Et donc, du coup, ben, nous, on travaillait en attendant de lui donner la cuillère d'après. La cuillère d'après. Et donc, en fait, on a mis en place je dirais, des tips où on s'est adapté pour pouvoir C'est s'occuper de nos adapté, c'est enfants ça. et pour pouvoir travailler. Par exemple, mon mari, il est du soir, bah, il travaillait, il développait souvent la nuit, en fait, parce que la nuit, il savait que voilà, il avait toute la nuit. Et donc moi, comme je me couchais un peu plus tôt, souvent le matin, je gérais plus ses enfants. Ou on essaye de faire un matin sur deux. Vous étiez complémentaires. Voilà. Et en fait, on a vraiment. Et là, ça a été l'illumination parce que je me suis dit, waouh, je peux gagner ma vie, je peux très bien gagner ma vie. Être présente pour mes enfants, donc aller chercher les grands à l'école, ils étaient au primaire à l'époque, les petits sont pas encore scolarisés, je peux m'en occuper, je peux être là, je peux leur faire des câlins, ça m'est arrivé par exemple de faire des vidéos ou autres avec ma petite dernière qui dormait sur moi par exemple, donc j'étais sur le fauteuil, elle dormait et puis je travaillais avec ma souris, voilà, ça c'est des souvenirs qui sont uniques en fait, une fois maintenant... Elle dormira plus sur moi, elle a 10 ans, c'est fini. Voilà, elle pourra venir faire ses devoirs à côté de moi, mais c'est fini. Et donc, ça a été aussi l'illumination. Je me suis dit, mais en fait, il est possible de travailler différemment. De faire les deux. Donc, au bout de 2-3 ans comme ça, eh ben, je me suis dit, en fait, parce que j'en parlais aussi avec des femmes qui disaient, oh là là, moi, je suis obligée de choisir vie pro, vie perso, de ralentir au travail, etc. Je me suis L'équilibre. dit, mais en fait, si moi, je suis capable de le faire, je suis pas plus intelligente qu'une autre,
je suis pas, voilà, j'ai pas fait des études de ouf, etc. Et ben en fait, si je suis capable, les autres mamans aussi, elles sont capables. Et donc de là est né l'organisme de formation que j'ai appelé donc Être maman est un plus, parce que moi je suis persuadée qu'on développe des compétences quand on devient En maman. étant maman. Voilà. Et donc après j'ai mis la marque commerciale par-dessus, la tribu digitale, parce que ça fait pas très marque. Être maman est un plus, c'est Étant un peu long. plus. Mais du coup j'ai créé cette entreprise-là, cette marque-là, pour me dire je vais accompagner d'autres femmes d'autres mamans en fait, à se former aux compétences du marketing digital, à travailler de chez elles pour des clients à temps choisi, parce qu'en fait, un client, il s'en fiche qu'on travaille à 23 heures ou à 6 heures du mat, ou le samedi, ou la semaine, etc. Tant que ce qu'on doit lui faire Le livrable est fait. est Est donné. fait en temps, en heure, bien fait. Il s'en fiche royal de recevoir des mails à 23 heures. Alors que ton manager, il va te dire, mais pourquoi tu travailles à 23 heures? Bah parce qu'en fait, c'est là où je suis la plus productive. Oui, mais tu dois pas. Oui, mais c'est là où je suis la plus productive. Donc en fait, il y a un peu... On est voilà. régi par effectivement le 9h-17h parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Mais Ouais, si on est du soir, parce que j'ai exactement. entendu justement un speaker en fait qui en parlait en conférence, qui disait on est régi justement par le 9h-17h, mais il y a des personnes qui sont biologiquement en fait Ouais, du soir et on les catalogue comme des personnes qui ne sont pas performants, mais parce que dans les plages horaires où ils de sont travail. au travail, ils sont pas biologiquement dans leur haute performance. Exactement. Moi, je me compare quand j'en parle aux membres de la tribu digitale, hein, je me compare à un diesel. C'est-à-dire que le matin, je ne me mets jamais des tâches très tôt et je ne me mets jamais des tâches compliquées. C'est-à-dire que c'est des tâches que je peux faire grosso modo, tu vois, même sans être réveillée. Voilà, c'est de l'automatique, etc. Par contre, ouais, le soir, c'est là où je vais avoir les idées, c'est là où je vais pouvoir faire des propositions stratégiques, des propositions commerciales, etc., etc. Et ben en fait, aujourd'hui, j'ai cette liberté de pouvoir complètement adapter mon planning Mhm. et de pouvoir travailler en fonction. Et donc, j'ai commencé à accompagner des mamans qui se sont formées au marketing digital. Aujourd'hui, on accompagne aussi sur l'IA parce qu'il y a plein de nouveaux métiers qui sont en train d'émerger Bien sûr. en France sur l'accompagnement des entreprises à intégrer l'IA dans leur process. Et puis, bah, de plus en plus, j'ai des papas qui disent bah, moi aussi, j'aimerais bien travailler de chez moi et profiter de mes Il enfants. n'y a pas que les mamans. Mais de plus en plus, ça c'est vraiment depuis 2-3 ans, c'est vraiment de plus en plus. Donc maintenant, on parle de parents parce qu'on commence à voir de plus en plus de papas qui se forment et qui Oui, c'est rejoignent ce que notre j'ai cru communauté. lire. Et quelle est ta plus, on va dire, ta plus grande fierté donc, Mm. dans cette expérience? Alors, j'en ai plein, mais en fait, ma plus grande fierté, moi, ce que je dis, ma mission, alors ça va me faire un peu pleurer, mais ma mission de cœur, c'est quand je vois une maman qui était dans une situation catastrophique et qui, 6 mois, 1 an après, revient me voir et me dit, Nat, grâce à cette formation, grâce à ce que j'ai appris, en fait, bah, aujourd'hui, je suis sortie de cette situation catastrophique. Et en fait, aujourd'hui, bah, je vis de mon activité. Aujourd'hui, je vois mes enfants. Aujourd'hui, je peux Mm. m'occuper d'un enfant malade, par exemple. Je peux m'occuper de mon conjoint qui est malade. Je peux m'occuper de mes parents qui ont besoin d'aide, etc. Et ça, alors j'en ai plein des histoires comme ça. Mais ça, c'est vraiment ce qui me donne la motivation de continuer, de me dire, ah ouais, rien que pour ces exemples-là de personnes qui sont sorties de situations, en fait, euh, pas forcément hyper catastrophiques, mais de situations qui étaient très compliquées Ouais. et qui aujourd'hui peuvent travailler à leur rythme, peuvent travailler en s'occupant de leurs enfants, en étant Sans avoir présents à choisir. sans avoir à choisir et en se disant, bah, en fait, ouais, je peux être une femme accomplie, je peux être une maman présente et je peux, par exemple, décider le mardi d'accompagner mes enfants à la piscine tout en gérant, en fait, un portefeuille de X clients, tu vois, et Bien de sûr. rentrer X milliers d'euros par mois. Et ça c'est mes plus grandes fiertés. Quand j'ai une maman qui revient et qui me dit j'ai réussi à faire ça, puis en plus, souvent, c'est celles qui me disent ah, mais moi, je suis pas capable. Moi, je suis pas capable de. Et en fait, c'est souvent celle qui après revient en disant oh, Nathalie, je viens de signer mon premier client, je viens de signer 5 clients, machin. Et ça, je me dis, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse me faire, c'est ça. C'est ta C'est pas satisfaction l'argent, c'est morale. pas le fait de gagner. Tu vois, moi, j'ai pas de rêve de gagner des millions d'euros, d'être millionnaire, de partir à Dubaï ou je sais où. Moi, mon rêve, c'est que les Balle mamans. perdue pour les personnes Ouais, voilà. qui partent à Dubaï. Je dis ça, je dis rien. Ou ailleurs, bah bon, bref. Moi, mon rêve, c'est de me dire waouh, il y a X milliers de mamans qui aujourd'hui, en fait, peuvent avoir la vie qu'elles rêvaient d'avoir et qu'elles pensaient que c'était pas possible d'avoir.
Ouais. Ça, c'est mon plus beau cadeau. Et tu peux être fière de ça. Tu peux être fière de ça, Nathalie. Merci. Et là, on a un rituel. Donc, quand on est au podcast Femmes crédibles, c'est ce que j'appelle les questions rapides. C'est-à-dire que je te laisse pas trop le temps de répondre. C'est la fin. Donc, là, on arrive malheureusement parce que c'est tellement... J'ai tellement envie de développer des choses. Mais peut-être que ce sera un podcast 2, hein. Qui sait? Pourquoi pas? Bah, Avec si plaisir. vous le voulez, vous n'avez qu'à dire. En fait, si vous voulez un partout. Donc, ça va être des questions rapides. Ok. Et tu ne dois pas trop réfléchir. Donc, c'est Je ça. buzz. Voilà, c'est exactement ça. C'est ça, c'est ça le deal, en fait. Donc, si je te dis, Nathalie, être aimée ou être respectée? Waouh. Alors, c'est une question très très difficile. Pendant très longtemps, j'ai voulu être aimée. Aujourd'hui, je préfère être respectée, mais quand même toujours aimée de mes proches, de mon mari et de mes enfants. Ça, c'est vraiment La base. la base. Est-ce que tu dirais être excellente dans ce que tu fais ou être visible? On a besoin des deux, d'être excellente et d'être visible. Et souvent, nous, les femmes, on veut pas être visible. Mais sans visibilité, déjà, on donne pas le pouvoir aux autres parce qu'on montre pas que c'est possible. Et en même temps, pour sa propre activité, malheureusement, il n'y a pas le choix parce que les clients, ils viennent pas frapper à notre porte si on n'est pas visible. Exactement, si on est excellente et sans visible. Ouais. Donc, travailler dur ou travailler de manière stratégique? Travailler de manière stratégique, c'est essentiel. Mais quand même, savoir être résilient dans son travail. Parce que rien n'arrive du jour au lendemain. Quand je vois, alors moi je vais parler de l'infopreneuriat parce que c'est mon domaine, mais quand je vois des infopreneurs qui disent tu fais une formation et dans 3 mois tu gagnes 5 000 euros les pieds dans l'eau, etc. Non, ça n'existe pas en fait. Donc oui, il faut travailler de manière stratégique et dure sur les aspects stratégiques et ne pas procrastiner activement. C'est-à-dire faire des choses qui, pour notre cerveau, c'est bien, mais qui nous rapporte 0. Enfin, une personne qui le dit. Merci. Et dernière question, quel est ton défaut, ton pire défaut? Tu aimerais en fait t'en débarrasser, mais qui te suit quand même tel un pot de colle. Ouais, alors mon pire défaut, je pense aujourd'hui, avec le recul, que c'est que je me mets trop à la place des gens. Je suis très très empathique. Alors je suis tellement empathique que par exemple, quand quelqu'un dans un film se fait couper, je sais pas, un doigt ou peu importe, je suis là... J'ai hyper mal. Enfin, franchement, c'est une catastrophe. Mon mari en rigole, hein. Donc, je suis vraiment très, très empathique. Mais du coup, ça me porte aussi préjudice parce que, notamment aujourd'hui, je travaille avec des prestataires, etc. Et je me mets systématiquement à leur place. Et en fait, quand elles travaillent pas bien, je justifie le fait qu'elles travaillent pas bien parce que leur situation X ou Y ou machin. Et je sais que ça, au quotidien, ça me porte préjudice dans mon activité. Bien Parce sûr. que en fait, quand on est manager, quand on est responsable d'une entreprise, quand on délègue des missions à des personnes, c'est pas pour se retrouver à les faire soi parce que le prestataire a tel ou tel problème. Ça peut arriver, et effectivement, mais il faut pas que ça devienne la régularité. Ouais, Et par donc, défaut. donc voilà, moi c'est toujours très difficile quand je dois me séparer d'un prestataire que je connais, c'est toujours très compliqué parce que je me mets toujours trop à la place de ce prestataire et souvent c'est des prestataires qui ont bien compris mon mode de fonctionnement et en abusent. Et qui en abusent. Donc, effectivement, et là, on arrive à la fin de notre podcast. Donc, comme vous pouvez le voir, nous venons de passer un excellent moment avec Nathalie Grimaud-Morvillet, une femme qui a choisi de pouvoir justement partir de la table quand elle n'était plus invitée. Une femme qui a su oser et une femme aussi qui a su prendre justement des leçons par rapport à ses expériences. Aujourd'hui, elle est à la tête de la tribu digitale. Elle a formé plus de 2000 parents et elle se dit femme épanouie. Donc, c'est des personnes comme ça, c'est des femmes comme ça qu'on aime recevoir dans Femmes crédibles, le podcast qui est un podcast où on va vous partager des expériences pour que les femmes puissent lire les codes, pour que les femmes puissent comprendre les dynamiques de pouvoir et enfin assumer leur place. Donc, si c'est un podcast qui vous a plu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel a été le moment où vous vous êtes senti dans la même situation, des choses aussi que vous aimeriez ajouter. Je vous lis.
et ce sera avec plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas à le partager à une femme qui a besoin d'entendre ces mots parce qu'on ne sait pas la vie de qui. On peut changer. Et abonnez-vous pour ne pas rater le prochain épisode. Merci Nathalie. Merci beaucoup de m'avoir reçue. C'était trop bien, je suis trop contente.